mois d'octobre, mois du consommant local au Bénin, mais également au plan international, c'est le mois choisi pour rappeler aux femmes les bonnes pratiques en matière de prévention des cancers féminins. Entre les deux thématiques, rassurez-vous, ORTB Live Session a très vite fait son choix. Nous avons opté de vous parler du Made in Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Novotel Orisha de Cotonou pour notre rendez-vous mensuel. Notre invitée de ce soir, c'est une dame, une grande dame, j'allais dire. C'est la première dame de la ville historique du Bénin, Ouida, que nous accueillons ici pour partager avec vous son parcours très inspirant, le parcours d'une entrepreneure béninoise à Gaudier. Et maintenant, je vais vous demander calmement de vous installer confortablement, le temps pour moi d'aller accueillir mon invité. À tout de suite. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Ça va. Alors, je suis très contente de pouvoir te recevoir. Le plaisir est partagé. Je dois déjà te demander si tu as fait une bonne route parce que de Ouida à Cotonou, il y a quand même un bon bout de kilomètres, au moins 38. C'est exact, ça a été. Ah, c'est bien passé. Ça a été, ça va. Et dois-je rappeler également que vous êtes en réalité la première dame de la ville historique du Bénin, Ouida. Et donc, je m'en voudrais de ne pas vous demander comment vont les gens de Ouida. Le Revillers Bifon Gandhi, Il faut Bodo grandir. Bessédomé. Ouida vous salue. D'accord. Mais c'est déjà bien de parler la langue locale. Ça va, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Tout le monde vous salue. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de vous. Nous allons nous intéresser spécialement à vous-même et nous allons découvrir tout ce qu'il y a autour de vous, aussi bien dans votre jardin secret que dans votre vie professionnelle, que dans votre vie familiale, au moment où vous étiez encore petite. Et j'aimerais avoir l'assurance que vous allez pouvoir nous parler sans langue de bois. Promis, j'irai cracher. Vraiment, vous allez tout nous dire. Promis, j'irai cracher. C'est Alors, bon. mesdames, messieurs, voici la première escale que je vous propose dans cette émission. Elvire Lokono Wetchenou, c'est ce que je sais de vous. Et en fouillant, je sais très bien, et je l'ai dit tout à l'heure, que vous êtes Wetchenou par alliance. Mais le reste, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des prénoms locaux? Qu'est-ce qu'il y a autour de Lokono? Dites-moi tout. Je suis Elvire Karine Justa Ayaba Lokono Wetchenou. C'est beau. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et c'est le propre des aînés d'avoir beaucoup de prénoms parce que chacun veut laisser sa marque. Le grand-père en a donné, la grand-mère en a donné, le tonton, la tata, et voilà, on se retrouve avec une liste de 4 prénoms. Et donc, vous êtes l'aîné de la famille. Est-ce que vous ne trouvez pas que être aîné également, c'est un réel problème? Je n'appellerai pas ça problème, j'appellerai ça challenge. Être l'aîné, surtout dans notre contexte, c'est un gros challenge. C'est un poids. C'est un gros challenge. Et quand vous êtes l'aîné d'une famille Inxingsel, c'est beaucoup de challenge. D'accord. Bon. Et Ayaba, ça veut dire quoi? Ayaba, c'est la native du jeudi. Jeudi. Donc vous êtes un enfant du jeudi et vous êtes né dans quel mois? Je suis dans mon mois de naissance. Ah. Donc nous avons bien fait de vous inviter dans le mois d'octobre. Bon anniversaire alors. Merci beaucoup. On va poursuivre par rapport à vos parents. Qui étaient-ils? Mon père est toujours là, un retraité heureux. Après plus d'une vingtaine d'années comme employé de banque, il s'appelle Frédéric Désiré Sabin Lokono. Lui aussi a beaucoup de prénoms. Ma mère n'est plus, elle s'appelait Ablan Regina Tossou. Et vous êtes l'aîné de combien d'enfants? Je suis l'aîné d'une fratrie de 9 enfants, issus de 4 couches différentes. Mais de toutes les couches, je suis restée l'aînée. Et comment ça s'est passé votre enfance avec, j'imagine, les 9? J'ai eu une très belle enfance.
heureuse, épanouie. Ma mère est partie très tôt, j'avais 11 mois. J'ai été élevée par mes grands-parents paternels, Alexandrine et Théophile Lokono, des personnes formidables qui aujourd'hui ne sont plus, mais qui m'ont inculqué des valeurs qui ont fait de moi qui je suis. Et lorsqu'il m'arrive de douter, c'est important pour moi de retourner Bonsoir. à ces valeurs-là. Merci beaucoup au Novotel Orisha de Cotonou qui nous a d'ailleurs permis de nous déplacer aujourd'hui et d'être autour du lac. Merci pour ce cocktail que vous nous offrez. Franchement, c'est pour vous, hein, Madame. Je suis honorée. Lokono. Merci beaucoup. Merci. Alors donc, vous m'expliquez comment ça s'est passé votre enfance. Vous avez été élevé par vos grands-parents, Alexandrine Et Théophile Lokono. Oui. Et tout s'est bien passé. Qu'est-ce que vous gardez, votre souvenir? Vous m'avez promis tout à l'heure que vous allez tout nous dire sans langue de bois. Bien sûr. Une enfance joyeuse, une enfance heureuse. J'étais le chouchou de mon grand-père. Ma grand-mère était plus stricte parce qu'elle disait « il faut que je t'inculque les valeurs. Tu es une fille, demain tu devras éduquer d'autres. » Elle était très stricte et je crois qu'elle avait raison. Pourquoi? Parce qu'elle est partie assez tôt également. Elle est partie avant mes 15 ans, mais avant de partir, elle m'avait enseigné tout ce que j'étais censée savoir. Grand-père, c'est celui qui me gâtait, celui qui me passait tous mes caprices. Et le souvenir qui me revient par rapport à mon grand-père, c'est quand il me mettait sur ses épaules et on se promenait dans notre rue et on disait Adogle Noah, Benaro Adogle. C'était quelque chose de vraiment. C'est quoi cocasse. Adogle? Adogle, c'est le foyer, Ah, d'accord. un fourneau. Ok. Donc, j'étais censée être le fourneau qu'il portait sur la tête et disait Adogle Noah, voilà le vendeur de fourneaux qui veut en acheter. Et parlant des valeurs qui vous ont été inculquées par votre grand-mère, citez-nous quelques-unes. Le respect. Le respect. Le respect, la loyauté, l'intégrité. Pour m'en arrêter à ces trois-là. Aujourd'hui, vous êtes mère de 6 enfants. Oui. Et je voudrais savoir quelles ont été justement les valeurs que vous leur avez inculquées. Si pour votre maman, il fallait, grand-mère plutôt, il fallait être justement intègre, il fallait être respectueux et quoi d'autre? Loyal. Voilà, dites-moi. Je me suis assurée de retransmettre au plus près possible ces mêmes valeurs, tout en actualisant avec leur époque. Parce que chaque époque a ses réalités. L'autre chose que j'essaye d'inculquer à mes enfants aujourd'hui, c'est la capacité à s'adapter à tout. Parce que nous sommes dans un monde très changeant. Il y a trop de mutations qui viennent trop de mutations. à une grande vitesse. Trop de mutations. Moi, j'ai appris sur le tas. J'ai appris par expérience. Mais ça ne sert à rien de réinventer la roue. Aujourd'hui, je le leur enseigne et j'espère qu'ils prennent très vite. Vous avez des filles comme des garçons? J'ai des filles, j'ai des garçons. Est-ce que selon que c'est un garçon ou une fille, l'éducation est différenciée? Pas tant que ça. Pas tant que ça parce que l'éducation, pour moi, c'est un ensemble de valeurs, de pratiques qui doit être transmise. Donc, c'est ça qui est transmis pour tout le monde. Mais à chaque fois, c'est personnalisé. Au regard du tempérament de la personne, au regard de son caractère, il faut ajouter quelque chose, il faut enlever quelque chose. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'il faut faire une éducation de groupe. L'éducation, elle est là même pour tout le monde, mais à chaque fois, il faut la personnaliser. Un petit truc à ajouter. J'en viens à votre parcours, ne soyez pas pressés. Non. Mais je voudrais savoir quel est votre secret parce que vous êtes maman de 6 enfants et franchement, vous n'en donnez pas l'air en réalité. Donc, en parenthèse, je voudrais que vous souffliez à nos internautes comme les téléspectateurs votre secret en matière de remise en forme. J'évite les excès. J'évite les excès, c'est la chose la plus
basique que je puisse dire. J'évite les excès, déjà. Parce que ma grand-mère a souffert d'obésité. Et elle a souffert d'obésité du fait de ses maternités. Donc, j'ai vu les dégâts. Et très tôt, je me suis dit, il ne faudrait jamais que ça m'arrive. Parce que ça a été très pénible pour elle, ça a été source de beaucoup de souffrance. Donc, dès le début, j'ai évité les excès. On dit qu'on est enceinte, on mange 2 fois plus. Non, non, non. Vous n'avez pas fait des choses comme ça? Non, j'étais très... Je mangeais bien, On va plus que nécessaire. Christian Wechenou, qui est le père donc, de ces 6 enfants. Oui. Pourquoi vous l'avez choisi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Quels étaient vos critères? Il doit bien rire de cette question aussi. Pourquoi Christian et pas un autre? Oui, quels étaient vos critères? Christian, c'est la seule personne qui est capable de me faire rire, quelles que soient les situations. Ah, d'accord. Que je sois triste, que je sois en colère, il a ce quelque chose qui fait passer les pilules. C'est déjà un bon point pour lui. Quels étaient mes critères? Il faut dire que je suis quand même quelqu'un d'assez strict. Oui. Je voulais quelqu'un sur qui je pouvais toujours compter, quelle que soit la situation qui se présente. Je dois pouvoir toujours compter sur lui. Quelqu'un qui serait respectueux de ma personne, de mes valeurs. Quelqu'un de loyal, de travailleur. Et quand il devient finalement le maire de la cité de Ouidah, quels sont les changements qui sont arrivés dans votre vie familiale? Je vous raconte une anecdote. Ces premières semaines, il était très très chargé. Et il y avait, c'était pas la dernière, c'était l'avant-dernière, mais la plus jeune dans le temps. Elle devait avoir entre 2 ans et demi, 3 ans. Il descendait les escaliers. Elle le regardait et dit, hé, messieurs les maires, depuis que tu es monsieur le maire maintenant, là, tu as ton gars à l'école, elle ne parlait pas très bien. Tu as ton gars à l'école, tu as ton chauffeur, on ne te voit plus, hein, tu pars seulement. Donc ça a chamboulé quand même quelque chose. Donc c'est vous dire que Ouais, même les enfants ont compris qu'il est souvent parti, il est beaucoup parti. On supplée comme on peut. Il essaie autant que faire se peut de se rendre disponible chaque fois que c'est nécessaire, mais c'est quand même un changement. 2 questions en une. Comment on se sent quand on est la femme d'une autorité? Et puis après, qu'est-ce qu'on souffle à son mari, chef, maire, pour bien gérer la cité? Est-ce qu'il vous arrive de lui donner des conseils quant à la gestion? Lui et moi, on s'est toujours permis de se mêler des affaires de l'autre, c'est-à-dire de donner notre avis, même si ce n'est pas notre domaine de prédilection. Il le fait pour moi, je le fais pour lui. Qu'est-ce que je lui souffle souvent? C'est patience, courage et foi. Sois patient, ça va aller. Courage, accroche-toi. Il faut y croire, on va réussir. On va parler maintenant de vos études, de votre scolarisation. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est assez atypique, pour ne pas dire chaotique. Au collège, j'ai fait la G2, donc la comptabilité, mais j'ai un bac économie, j'ai un bac B. Ensuite, j'ai fait un DTS en marketing action commerciale, puis j'ai fini avec une licence en sociologie, pour le moment. Donc, c'est... En tout cas, vous êtes allé, on dirait, un peu partout. Oui, et ça a été utile. Et à quoi est-ce que vous vous prédestiniez quand vous étiez plus jeune? Quand j'étais plus jeune, au cours primaire, déjà, je me rappelle, je voulais être journaliste. Ah oui? Je voulais être journaliste, je voulais parler à la télé. Je voulais parler à la télé. J'avais quelques modèles comme Madame Annick Ballet, voilà. Il y a eu une autre aussi dont j'ai oublié le prénom.
qui était... Dites-moi son nom. Attends. Vous oubliez. D'accord, c'est pas bien grave. Ça va me revenir peut-être avant la fin. D'accord, donc je voulais être journaliste, je voulais être parachutiste. Ah! Et le clou, c'est que je voulais être opérateur. Et on me demandait, c'est quoi un opérateur? Et j'ai dit, la personne qui fait les opérations. On dit, non, on appelle ça un chirurgien. D'accord, donc franchement, médecin, journaliste, parachutiste, ça n'a rien à voir. Il y a pas Mais de la point passion commun. pour la médecine, elle a duré plus longtemps que les autres. Jusqu'au collège, je voulais faire la médecine. Alors maintenant, nous irons vers la régie pour passer à la seconde rubrique, le moment de vérité. Le mois d'octobre au Bénin, depuis quelques années, est dédié au consommation local. Et j'aimerais déjà savoir ce que vous pensez de cette initiative. C'est une très belle initiative déjà que de mettre l'accent sur le consommation local durant tout un mois. C'est malheureusement pas suffisant parce que la tâche est rude. Les ambitions sont grandes. Un mois ne nous suffit pas. Vous êtes, on va dire, la PDG de la société Fair Product qui produit donc des produits d'entretien à base d'intrants naturels et locaux. Oui. Et j'aimerais savoir comment est-ce que l'amour du naturel, des produits locaux vous vient. Quelle est l'histoire qui cache cette grande entrepreneur que vous êtes devenue? Tout remonte souvent à votre enfance. Et mon amour pour les produits locaux, je le tiens de mon grand-père. Il était infirmier d'État, comme ma grand-mère d'ailleurs, mais il est resté très attaché à sa terre. On avait de grandes exploitations agricoles, on avait les vergers, on avait les champs et tout. Donc, j'ai une forte relation avec tout ce qui est produits locaux. Quand j'ai voulu me lancer dans la production de produits d'entretien ménager, de produits d'entretien de cadre de vie, je disais, mais si je devais me contenter d'importer toutes les matières locales, finalement, à quoi ça servirait? Et si un jour il arrivait qu'on ne puisse plus importer des matières locales, est-ce que ça veut dire qu'on va arrêter de se laver, de s'entretenir? Non, ça se faisait déjà. Alors comment on revisite tout ça? Comment on met tout ça au goût du jour? C'est de là qu'est partie la production de mon liquide vaisselle Obisap, par exemple. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de remplacer progressivement tout ce qui est produit chimique par des alternatives naturelles. Et si je prends ce produit, le liquide vaisselle Obisap, dans notre culture, on mange beaucoup de gras. Donc, pour faire la vaisselle, il fallait trouver quelque chose qui soit assez dégraissant. J'aurais pu mettre de l'acide citrique à haute dose, mais l'acide citrique, c'est un produit chimique. Quelle alternative? Je ne vous coupe pas, mais Oui. nous sommes dans le mois, justement, je le disais, où les spécialistes parlent de la prévention des cancers féminins. Et vous savez que les produits chimiques sont la plupart reconnus pour leur pouvoir cancérigène. Et donc, c'est toujours mieux de revenir à ce qui est naturel, à faible dose et qui pourrait ne pas induire des problèmes pour notre santé. C'est tout à fait ça. Surtout que j'ai été malade à une période de ma vie. J'ai été malade à cause du cancer, justement. Donc, c'est une thématique à laquelle je suis très sensible. Ça m'intéresse parce que là, vous n'aviez pas en fait répondu à ma question. Vous avez commencé à parler de comment vous êtes allé revisiter ce que votre père produisait. Mais en fait, moi, je vous demandais le déclic. Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire maintenant, je me lance dans la production de ces produits d'entretien du corps et de la maison? C'est votre histoire avec le cancer? Non. Mon histoire avec le cancer a sa part.
mais elle n'a pas toute la part. Déjà, c'est avec mon époux, il y avait une grande frustration. J'avais d'abord travaillé en tant que salarié. Et quand on a une famille XXL comme la mienne, ce n'est pas toujours évident de concilier la vie de famille et le boulot. Alors, il fallait que je trouve quelque chose qui me permette d'être plus à l'aise. Je vais à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il fallait entreprendre? On a réfléchi ensemble, on dit on commence par ce qui est totalement basique. Lui avait travaillé pendant un long moment au ministère des Finances. Oui. Et il me disait, tu ne peux pas imaginer combien est-ce que l'État dépense chaque année pour importer des produits minimum. À la limite, c'était frustrant. Et il y avait aussi cette frustration de tout ce qui est made in Bénin est de mauvaise qualité. Et ça, j'en ai fait les frais. Parce que tu proposes tes produits à des gens qui regardent, qui sont très intéressés, jusqu'à ce que tu dis, c'est produit au Bénin. Et là, il y a un coup de froid. Les sceptiques vont dire, tu es sûr? Non, ce n'est pas évident. Justement, j'allais vous demander comment on fait alors pour permettre aux Béninois, pour amener les Béninois à aimer ce qui est produit chez eux. C'est dans tous les domaines que les Béninois réagissent comme ça. Même dans l'audiovisuel, ils préfèrent aller regarder ce que les autres font ailleurs et ne pas nous regarder nous autres. Ils préfèrent ce qui vient d'ailleurs. Comment on fait? On a été formaté malheureusement de sorte à ce qu'on a perdu toute estime de nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous qui avons décidé de prendre ce pari-là, on doit vivre la passion du local de sorte à devenir contagieux. Je n'ai pas dit on doit vivre le local, j'ai dit on doit vivre la passion, c'est-à-dire il faut une certaine ferveur dans la chose pour emmener les autres à adhérer. Et en devenant très, comment je vais dire, très critique avec nous-mêmes, en mettant la barre très haute, je crois qu'on y arrive. Parce que moi, aujourd'hui, je suis heureuse de voir des gens regarder mes produits et dire non, c'est pas vrai, c'est pas fait au Bénin. Pour moi, c'est un compliment. Le parcours, il a été quand même difficile, non? Parlez-nous des difficultés quand vous avez commencé. Est-ce que c'est les clients, les fournisseurs ou alors sur la chaîne de production? Quelles sont les difficultés que vous avez? Les challenges ont été à chaque niveau. Déjà, je vous ai raconté mon parcours académique. Je n'ai rien d'une chimiste. Non, rien du tout. Je n'ai rien d'un ingénieur. Non. Donc, je savais faire du savon liquide. Comme tout le monde, j'ai appris sur le tas des formations qui sont organisées à gauche, à droite, tous azimuts, pour me permettre de produire la consommation de la maison. Parce que je trouvais qu'il y avait trop de gaspillage et tout. Alors, j'ai carrément décidé de travailler avec un ingénieur. Et j'ai eu la chance, on m'a mis en contact avec une grande dame que je profite pour saluer, Madame Fumilayo Monoté Adigou. Elle est ingénieure. Elle m'a été d'un grand secours. Et elle a compris très tôt ma vision. J'ai dit, Fumi, je veux faire ça, mais je ne veux pas faire ça comme les autres. Je veux faire ça avec une touche qui rappelle qui je suis. Je ne veux pas faire un parfum abricot ou je sais pas. L'abricot, ce n'est pas chez moi. Je ne saurais pas comment expliquer. Je veux quelque chose qui ressemble à chez moi. Et c'est comme ça qu'avec elle, vous avez fait l'apprentissage. C'est comme ça que je suis retournée au tableau et il m'arrivait même de me disputer avec les enfants sur qui était au tableau en premier. Parce que c'est des dosages. C'est ça. J'y connais quelque chose. J'étais au tableau avant toi, tu n'as pas le droit d'effacer ce que j'ai écrit. Donc on était dans ces histoires-là à la maison. C'était assez comique pour la maman et les enfants. Donc il y avait ce challenge-là qui a été relevé à ce niveau. Au niveau des matières premières, ceux qu'on pouvait trouver ici, oui, on y arrivait aisément. Mais ceux qu'il fallait importer, c'était compliqué, très compliqué. Les gens ne sont pas toujours très honnêtes. Ils veulent vous vendre un produit, ils ne veulent pas que vous voyez l'emballage. Donc, la date de péremption est déjà passée, mais ils vont vous le refourguer. Des choses comme ça. Après, ça a été la clientèle. Oh, non, on connaît, ça a été fait ici.
Exactement ça. C'est exactement ça ce qui se passe. Je Donc, connais. le challenge a été partout. Mais la foi a déplacé les montagnes. Le soutien des proches. Mon mari a été formidable dans ce processus. Vraiment formidable. Il dit, moi je crois pour deux. C'est-à-dire que même si eux ils n'y croient pas, moi je crois tellement en ce que tu fais, je crois tellement en toi que ça ne peut que marcher. Mais vous ne m'avez toujours pas dit comment est-ce que vous avez pu en fait faire la certification de ces produits-là. Parce que je vais vous poser une question assez peut-être insidieuse. Allez-y. Hein? Puisque tout moi est je pense permis que la aujourd'hui. réglementation autour des produits cosmétiques de façon générale est quand même assez lourde. Hein, pour certifier un produit aujourd'hui, un seul produit, il faut produire par exemple 40 échantillons enfin à la BRP. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est extrêmement lourd, surtout pour les startups. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, le gouvernement fait la part belle à l'entrepreneuriat, veut promouvoir et tout. La certification, c'est une bonne chose. Nous sommes tous d'accord avec la nécessité de la certification. Mais elle est lourde pour les startups comme nous. Demander à une startup de déposer 40 échantillons de son produit, qu'est-ce qui lui reste? C'est thésauriser son capital en fait. C'est thésauriser son capital. Moi, j'ai eu moins de difficultés parce que mon domaine n'est pas aussi critique que le domaine de la cosmétologie. Je travaille sur les produits d'entretien du corps et du cadre de vie. Mais pour le moment, le volet le plus développé, le pan par lequel nous avons commencé, ce sont les produits d'entretien du cadre de vie et non les produits d'entretien du corps. Et vous ne pensez pas qu'on promeut le consommation local, mais en même temps, il n'y a pas de conditions faciles pour les entrepreneurs locaux, puisque oui dit quand même il n'y a pas si longtemps que on a créé des facilités pour les investisseurs, par exemple chinois. Est-ce que chez nous, ce n'est pas beaucoup plus difficile, si bien que le produit final, le rapport qualité-prix est un peu lourd pour les consommateurs et peut justifier également le fait leur réticence. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour encourager l'entrepreneuriat, pour aider à l'entrepreneuriat. Mais j'ai l'impression que ce sont des décisions qui n'ont pas été prises par des entrepreneurs. Donc, ce sont des décisions qui ont été prises peut-être par des experts dans leur domaine, mais pas des gens qui sont dans la peau d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs. Parce que pour de jeunes entrepreneurs, la réglementation telle qu'elle se présente aujourd'hui, non, c'est pas aisé du tout. L'informel risque de reprendre le dessus. Or, c'est ce qu'on veut éviter. Et les dispositions sont prises pour éviter l'informel. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus laisser un produit dans un supermarché s'il n'y a pas le code barre. Si pour avoir le code barre, il faut être passé par la BSSA ou bien par la BRP. Donc, retour à la case départ. Les jeunes entrepreneurs sont essoufflés, ils sont exsangues, ils sont asphyxiés. Donc on va demander gentiment à tous ceux qui nous écoutent et qui pourraient être des autorités de revoir tout ceci pour permettre... On demande pardon. Pour permettre aux start-up enfin, d'éclore et permettre également aux Béninois de consommer local. Parce que si le produit final est cher, c'est difficile. Surtout qu'on n'a pas un pouvoir d'achat très grand. Et les études que vous avez fait la sociologie, le marketing et la comptabilité. Quelles sont les influences de ces études aujourd'hui dans ce que vous êtes? Ah, cela m'est d'un grand secours. Chef d'entreprise, c'est un métier à part entière. C'est un métier qui vous demande d'être polyvalent. Vous n'êtes pas tenu d'occuper tous les postes, mais vous êtes tenu de savoir ce qu'il y a à chaque poste. Donc, quand je dois travailler avec le comptable, le fiscaliste, je sais de quoi il parle.
On ne peut pas vous tromper. En tout cas, je sais de quoi il parle. Même si je ne me rappelle plus, si je me rappelle plus que la banque c'est 52 ou pas, que marchandise c'est 23 ou pas, je ne me rappelle plus très bien. Je sais très bien de quoi il parle, quand est-ce qu'il faut payer les impôts, quels sont les impôts à payer et tout. Alors, quand je travaille avec les commerciaux, oui, je sais aussi de quoi il s'agit. C'est ça. Et la sociologie, c'est vraiment La sociologie, pour, ça me diriger, permet de, non seulement de diriger ma team, oui, mon équipe, oui. mais de comprendre mes clients. C'est ça. De pouvoir facilement me mettre dans leur peau, comment ils pensent, pourquoi ils pensent. Dans le marketing, il y a d'ailleurs la stratégie, je crois, push, là où on envoie le produit vers les consommateurs. Et là, justement, il faut les connaître pour pouvoir fabriquer quelque chose qui pourrait répondre à un besoin qu'ils ont. Tout à fait. Je ne vais pas oublier votre passage à la JCI. Bon, je vous ai bien sculpté. J'ai été passée à la loupe, oui. Oui, je comprends. La JCI, j'y suis allée par le biais de mon époux qui a été un passionné. Il a donné beaucoup. Il a donné beaucoup dans sa passion pour la Jeune Chambre. Il continue de donner. Moi, je ne suis plus membre aujourd'hui parce que l'âge m'a frappé. Mais lui, il est membre à vie. Il est sénateur Jeune Chambre. La Jeune Chambre, j'y suis allée pourquoi? Je voulais comprendre. Et je voulais apprendre. Je voulais comprendre parce qu'il y a tout un mythe autour. Et si mon mari y est, je veux comprendre. Ah, ou bien vous étiez allée un peu jalouse ou fouinée? Non, pas du tout, rassurez-vous. Il y avait beaucoup de mystères qui se racontaient par rapport à la Jeune Chambre. C'est des gens d'une certaine obédience, c'est ci, c'est ça, c'est pas ce qu'ils disent être. Alors, curiosité oblige, si mon mari y est, il faut que je sache de quoi il s'agit. Parce que lui m'a dit c'est un club service. Ok, ça c'est ce que toi tu dis. Mais les autres ils disent autre chose. Qui dit la vérité? Il dit, comme disent les Ivoiriens, approchez, regardez quoi. Viens et tu verras. Alors je suis venue et j'ai vu. J'ai vu que c'est effectivement un club service. J'ai vu que c'est un terrain où on peut apprendre beaucoup. Et j'ai beaucoup appris. Et ça vous a permis aussi, ça a eu des influences sur votre vie professionnelle? Bien sûr, bien sûr. À la Jeune Chambre, la première chose que j'ai apprise, bon, l'une des choses que j'ai beaucoup aimé dans tout ce que j'ai appris, c'est par exemple l'art oratoire. Ça fait partie de mes formations préférées à la Jeune Chambre. Surtout que vous vouliez être journaliste. Voilà. Alors, à la Jeune Chambre, j'ai appris la gestion d'une équipe, le travail en équipe, la gestion du temps. Le leadership. Le leadership. Il y a beaucoup de notions que j'ai aujourd'hui, que j'ai apprises à la Jeune Chambre et vraiment, chapeau. Chers amis internautes, ça, c'est l'étape que vous aimez bien. Voici le show des internautes. Ça, c'est la rubrique que vous aimez, je l'avais dit tout à l'heure, parce que vous avez posé plusieurs questions que je vais me faire le devoir de reposer à notre invité. Elvire Lokono Wechenou, les internautes ont posé des questions que je vais vous reposer. Tout le monde a envie de réussir dans l'entrepreneuriat. Petit 1, conseillez-vous de faire un prêt bancaire pour commencer une activité? Non. Parce que quand vous voulez commencer une activité, vous avez beau faire un plan et tout, il y a toujours un imprévu. Et le banquier, généralement, vous n'avez pas encore fait vos preuves. Il ne vous fera pas confiance pour mettre de l'argent à disposition. Vous devez prouver que vous êtes capable de gérer quelque chose, que vous avez déjà géré quelque chose. Il ne faut pas chercher à commencer très grand. Moi, j'ai commencé mes produits avec des formats de 1,5 litre à 500 francs. Donc, on peut partir de rien. Mon capital initial, c'était 3100 francs. Et dans les 3100 francs, il y avait ma fille qui avait mis 2500.
Ah, comment? Oui, parce que j'ai dit, qui veut faire les affaires avec maman? Elle dit, moi. Et elle est venue avec sa tirelire. On a ouvert la tirelire, on a pris 2500 et j'ai complété. Ça faisait 3100 francs. J'ai acheté mon premier kit de savon et c'est par là que j'ai commencé. J'ai envie de vous faire un bravo comme ça. Donc, Félicitations. on n'a pas besoin de commencer avec un grand montant. Même si c'est quelque chose de très grand, où vous avez besoin d'acheter du matériel, il y a toujours une possibilité. Tant à prendre du crédit, aller vers les lovers, c'est votre entourage proche. Un tonton, une tata, un grand frère, un époux, une cousine. Faites des contrats, de petits contrats. Oui, des gens qui vous font confiance et qui sont prêts à partager le risque avec vous. Mais n'allez pas vers la banque. Dans tous les cas, elle ne vous suivra pas. Voilà. Et je me rends compte que cotiser de l'argent à la maison avec une tirelire, vous avez continué à le faire. Je ne sais pas si les parents ont continué. Moi, je pense que c'est quelque chose de très bien. Moi également, mes parents m'avaient fait faire ça. Oui, ça m'a vraiment étonnée et j'en suis contente. La deuxième question de ce monsieur, c'est comment planifier ses dépenses en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur? Déjà, il faut distinguer sa poche de la poche de l'entreprise. C'est la règle de base, elle est non négociable. Vous distinguez votre poche de la poche de l'entreprise. Et vous ne confondez pas le chiffre d'affaires avec le bénéfice. Parce que si vous considérez le chiffre d'affaires comme bénéfice, à la prochaine fois, vous n'aurez plus de quoi acheter les matières premières et produire. Donc, la planification financière, elle est indispensable. Il n'y a pas de dépenses de prestige quand on est une jeune entreprise. Moi, j'ai travaillé pendant un long moment dans mon garage avant de déménager. Mon mari un jour a dit, bon, ok, on va faire simple. Tu as une entreprise, sois responsable. Je te donne 2 mois et tu déménages. Je paye la caution pour toi et tu payes ton loyer tout seul. Mais là, il faut partir. Donc, ne cherchez pas quelque chose de prestigieux dès le début. Ah, il me faut louer un local de tel montant, il me faut de la clim, il faut un fauteuil directeur. Non, tout ça, c'est accessoire. On peut même réinvestir les petits bénéfices au départ. Oui. Avant de commencer vraiment à en prendre en fait. Si on a la possibilité de survivre sans, il faut serrer encore un peu la ceinture et réinvestir les bénéfices ou réinvestir la majeure partie des bénéfices jusqu'à ce que l'entreprise ait du souffle. Parce que c'est une personne, elle aussi, elle a besoin du souffle. Donc, jusqu'à ce que l'entreprise ait du souffle financier pour aller vers les banques et avoir de la crédibilité. Votre militantisme vous a forgé. Ça, c'est une question qui vient d'une autre personne. Quel regard portez-vous sur l'activisme des plus jeunes que vous de nos jours? Mon regard, il est mitigé. Il est mitigé parce que on a de gros challenges. L'Afrique est challengée de toutes parts. Le Bénin en particulier est très challengé. Regardez, tout autour de nous, on a des dinosaures. Et nous, on est là, tout rikiki, à côté d'un dinosaure comme le Nigeria. Mais on doit aussi parler, faire valoir qui nous sommes. On doit intervenir au niveau de l'échiquier. Oui. Donc, quand je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se perdent sur les réseaux sociaux à montrer qu'ils ont une nouvelle robe, une nouvelle chaussure et tout, j'ai de la peine. J'ai de la peine. Quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est pas pour tuer le temps, en fait. Ah, d'accord. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux pour tuer le temps. Je vais sur les réseaux sociaux pour quelque chose de précis. Moi, mon persona, c'est qui mon persona? Où est-ce qu'il est? Donc, je sais que je peux le retrouver sur Facebook. Je vais sur Facebook à la recherche de mon persona. Aujourd'hui, en marketing, c'est une science qui évolue aussi. On nous dit, on ne veut plus seulement acheter ton produit, on veut t'acheter toi également. Donc, si je suis présente aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour vendre mes produits, pour qu'on sache qui est derrière. Chaque jeune
et tout doit dire qu'est-ce que j'apporte. Parce que je suis convaincue que chacun de nous, créé, déposé dans ce monde, est une solution à un problème. Est la réponse à une prière. Alors, comment je réponds à la prière? Comment je trouve la solution? C'est une question importante qu'il faut se poser, aller en fait à la quête de soi-même, de Mais il y en a qui le font, hein, et on est très fiers de voir cela. Prédestiné. Oui. Si vous devriez demander 3 choses à une autorité pour le développement des entrepreneurs locaux, quelles seraient ces 3 choses? Je vous surprends avec la question. C'est un internaute qui l'a posé. Hein? 3 choses ne me suffisent pas en fait. Oui, allons-y. Donc, je regarde comment je réduis pour avoir... Allons-y déjà avec 3. À l'autorité pour les entrepreneurs locaux, c'est-à-dire donnez-nous une chance. Quand je dis donnez-nous une chance, quand vous prenez le répertoire de prix de l'État, c'est un document volumineux comme ça. Je vous assure que les produits locaux ne font pas 10%. Ça fait mal. Très mal. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Quand je prends le domaine des produits d'entretien, sur près d'une dizaine de pages, vous avez combien de produits locaux? Vous en premier, croyez en nous, faites-nous la part belle et on vous surprendra. Parce qu'on en veut, on veut donner le meilleur de nous-mêmes. Mais on est sur un marché qui n'est pas... Compétitif? Compétitif, non. C'est-à-dire, la ligne de départ est là, d'accord? Nous, on est là. Ramenez-nous sur la ligne de départ. Parce qu'il n'y a que vous qui puissiez faire ça. Les autres ne le feront pas. Il faut promouvoir également, ça commence là-bas. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, un mois pour faire consommer local, ce n'est pas ça. Le consommer local doit être notre idéologie, notre philosophie. Donc, faites-nous la part belle, croyez en nous. On n'a pas l'impression parce que nous-mêmes, enfin, je n'ai pas envie d'aller loin. La deuxième chose que vous direz... La deuxième chose, c'est soyez compréhensifs. D'accord? L'homme n'a pas été créé pour la loi. La loi a été créée pour l'homme. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai un entrepreneur agroalimentaire qui fait peut-être dans de la farine. D'accord? On lui exige d'avoir un moulin qui est telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique. C'est chiffré en millions. Vous voulez qu'il trouve ça où? Je ne sais pas. Pourtant, c'est toujours dans le même moulin du quartier là qu'on fait écraser nos céréales depuis des années, qu'on consomme tous. On n'est toujours pas mort. Moi, j'aurais aimé que l'État dise par exemple, je vais faire de l'incubation. Un peu comme ma belle fait et elle fait très bien. Il y a un grand moulin. C'est-à-dire, quand je dis moulin, c'est pour donner un exemple. Un exemple, oui. Un grand moulin. Alors, par rotation, on s'inscrit et toi, tu sais que tu as une semaine où tu peux produire tout ce que tu veux. Donc, c'est mis à disposition. Il y a un forfait qui est payé, bien entendu, pour la maintenance et pour ci, pour ça. Mais ne donnez pas les lois et dites, allez vous débrouiller. C'est ça, parce qu'ils vont demander à venir visiter votre laboratoire avec des équipements dont vous n'avez pas les sous. On demande pas du financement. Et on ne peut pas travailler dans sa propre maison, dans une maison en location parce qu'il faut construire ci, il faut construire ça. Il va trouver ça où? La troisième chose que vous allez bien vouloir dire à nos autorités, et j'espère bien qu'elles nous entendent. La troisième chose dont l'entrepreneur a besoin aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. J'ai parlé de croire en nous. C'est déjà l'environnement et vous avez commencé très bien avec l'environnement. Nous accompagner parce que les lois ne sont pas là pour nous étouffer, mais pour nous promouvoir et nous protéger. Protéger nos frontières. Je ne comprends pas qu'on puisse produire du riz localement et que sur ce même marché, qui est déjà un marché très étriqué,
On n'atteint même pas 20 millions. Chez nous, en audiovisuel, on parle d'exception culturelle, c'est-à-dire qu'on doit d'abord passer un certain pourcentage d'artistes locaux avant de penser à revenir avec d'autres choses. Ça veut dire que vous êtes pionnier, vous avez compris la chose. On doit revenir à ça aussi dans l'entrepreneuriat. Il y a du riz qui est produit ici. Oui. Je la connais très bien. Il y a une dame qui le fait à Candy. Pour le marché béninois, qui est déjà un marché très étriqué. Et vous laissez ce marché ouvert. Et les autres, ils en rapportent plein, dont on ne connaît même pas l'origine, parce que sur les réseaux sociaux, vous allez entendre, vous allez voir beaucoup de choses qui vous disent que ce n'est pas du riz, c'est ci, c'est ça. Protégez-nous contre les autres. La Chine a fait ça, hein, et elle a eu raison. Il faut nous mettre en avant d'abord et nous faire la part belle avant de... C'est nous qui payons les impôts ici, c'est nous. Ça. Et nous sommes vos frères, nous sommes vos sœurs. Dans tous les cas, si vous ne nous aidez pas, on ne va pas arrêter de vous envoyer les messages. Tonton, est-ce que tu peux me faire un petit momo de 2000? Si vous ne voulez plus entendre, tonton, je veux un momo de 2000, tonton, je veux un momo de 5000. Il faut nous accompagner. Il faut nous accompagner. Donnez-nous l'occasion d'aller chercher nous-mêmes nos 2000, en fait. C'est ça. Il faut préférer ce qui est local. Moi, je le répète à tout le monde. Chaque fois que j'en ai l'occasion, parce que désormais, moi, je ne mange que du riz local. Alors, nous sommes malheureusement en train d'aller vers la fin de cette émission, mais avant de partir, j'ai encore 2 questions à vous poser. La première, c'est par rapport à votre histoire avec le cancer. À l'entame de cette émission, je parlais du cancer du mois d'octobre qui est dédié au cancer féminin. De façon générale, je veux dire internationale. Et je voudrais que vous me parliez de votre histoire. Puisque vous nous avez dit dès le départ que vous aviez aussi... Que j'étais sensible à cette thématique-là. Oui. En fait, mon histoire avec le cancer, c'était censé être une histoire triste et malheureuse. Mais ça a été une très belle aventure où j'ai découvert la force de la foi. C'est ça. Professeur Ongbe, paix à son âme, m'a dit, le premier jour où il m'a reçu. Vous aviez trouvé le nodule dans votre sein? Ce n'était pas un cancer du sein. Oui. Moi, j'ai fait un choriocarcinome, donc cancer du placenta. Et allons-y. On m'avait dit, madame, j'avais déjà mon aîné, on m'avait dit à l'hôpital, un interne m'avait dit, avant ça, j'ai fait une crise et je suis venue aux urgences une nuit. Je saignais, c'était chaud. Et l'interne, ça. Oui, l'interne voulait m'envoyer au bloc. Il a dit, on va au bloc et puis on enlève l'utérus, on n'en parle plus. Et le peu d'énergie qui me restait, je me suis redressée, je l'ai regardé, j'ai dit, moi, je m'appelle Elvire Lokono. J'ai lu votre nom. Si vous m'envoyez au bloc, priez pour que je ne revienne pas. Parce que si je reviens, vous ne porterez plus jamais la blouse. Hein? C'est exactement mes mots. Il doit s'en souvenir parce que je doute que d'autres personnes lui aient tenu ce discours. Vous m'apportez de quoi écrire et je fais un engagement. Comme quoi j'ai refusé qu'on m'opère et qu'on m'enlève mon utérus. Je suis fille unique de ma mère. Il n'est pas question que je laisse mon fils unique. Et la bagarre a commencé comme ça. La bagarre entre la maladie et moi a commencé comme ça. Donc après, quand on s'est revus, j'avais déjà commencé la chimio. Il me disait, bon, dans tous les cas, madame, même si dans le temps vous avez refusé, ça ne vous sert à rien aujourd'hui parce que vous n'aurez plus d'autres enfants. À chaque grossesse, vous avez un pourcentage de risque de reprendre le cancer. Je lui ai dit, doc, écoutez, moi, je m'appelle Elvire Lokono. Elvire Lokono Richin. Et je vais vous dire, je vais faire des enfants, je vais faire des filles, je vais faire des garçons. C'est peut-être dans 15 ans, dans 20 ans, on se reverra et je vous les présenterai. J'en ai fait 5 après le cancer. Ça fait qu'aujourd'hui, ils sont 6 et ça fait partie de mes plus belles fiertés. Le professeur Ongbe m'a dit, la chose avec laquelle on ne peut pas lutter, c'est votre mental. Si vous acceptez que la maladie vous emportera, on ne pourra rien y faire. Quel que soit le médecin, quelle que soit la chimiothérapie, rien. Donc,
vous vous arrangez. Moi, je m'occupe de la maladie, vous vous occupez de votre mental. Si vous déprimez, je ne peux rien faire. Donc finalement, on va dire que dans la maladie, pas seulement du cancer, il faut le mental. Il faut garder haut son mental. Oui, toujours. Donc regardez la caméra. Dès que vous dites à quelqu'un, je suis malade, et qui dit, qu'est-ce que vous avez, vous dites un cancer, on vous voit déjà mort et enterré. Systématiquement. Et on commence à vous énoncer, ah, j'ai connu telle personne qui est décédée de ça. J'ai connu telle personne qui est décédée de ça. Je dis, moi, j'ai connu moi. Et je ne suis pas décédée de ça. Donc, regardez la caméra, dites que vous avez vaincu le cancer. J'ai vaincu le cancer et toutes les femmes peuvent vaincre le cancer. Toutes les femmes peuvent se prémunir du cancer. Le cancer, on l'a souvent mystifié. Le cancer, c'est une maladie difficile, une maladie pas bien connue, mais ça reste une maladie. Et la science a évolué aujourd'hui. On peut voir venir. On peut prendre les dispositions pour ne pas y arriver. Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer dont on peut se passer. Moi, on m'a dit, j'ai eu la chance d'être le mauvais numéro. Quand j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que j'ai un choriocarcinome? Je ne bois pas, je ne fume pas. On m'a dit, madame, vous avez la chance d'être un mauvais numéro. On peut ne pas être un mauvais numéro aujourd'hui avec le cancer du sein en faisant les palpations soi-même une fois par mois, aller régulièrement à l'hôpital, même si c'est une fois par an. C'est important. Ce n'est pas un sort de la tante du village, de la grand-mère ou de la belle-mère. Ce sont des maladies. Et ça, on en guérit. J'en suis guérie et voilà. Elvie Lokono Wetchenou, merci d'avoir été là. Ce fut vraiment un plaisir de partager ces instants avec vous. Le plaisir est partagé. Et je pense que c'est sur ces notes d'espoir quant à la maladie du cancer de façon générale que nous allons mettre un terme à cet entretien. Vous avez aimé? Beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de beaucoup parler de moi. Aujourd'hui, je vous ai vidé. J'ai beaucoup parlé de moi. Ben, ce n'était pas si terrible. Non, j'ai aimé. Ça va. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous sommes donc au terme de cette émission. J'espère que vous avez aimé. Retrouvez ORTB Live Session en nouvelle diffusion demain à 16h sur BB24 et plus tard sur l'ORTB. Merci. Ça fait au mois prochain. Merci. Ciao, ciao.